Ma femme m'a prévenu qu'elle partait en séminaire ce week-end avec son directeur, un homme marié. Je lui ai souhaité un bon voyage. J'ai ensuite, par mégarde, transféré leur SMS ainsi que leur réservation d'hôtel à l'épouse de ce dernier, en lui demandant s'il s'agissait de son époux. 10 minutes plus tard. Ma femme m'a envoyé un texto un mardi matin, juste entre ma deuxième tasse de café et une téléconférence que je redoutais depuis une semaine. Chérie, Gareth veut toute l'équipe à Nashville ce week-end pour le compte à Rove. Je serai de retour dimanche soir. Je t'aime. J'ai lu ce message 3 fois. Puis j'ai répondu, bon voyage. Et je le pensais. Je le pensais sincèrement et complètement parce que je savais déjà. Je savais depuis 11 jours. Et pendant ces 11 jours, je m'étais assuré que, le moment venu, je serais l'homme le plus calme de n'importe quelle pièce. Ce qui s'est passé ensuite, et je veux dire ce qui s'est passé dans les 48 heures après que j'ai envoyé cette réponse, a changé la vie de 4 personnes de façon permanente. Et l'une de ces personnes a laissé un message vocal sur mon téléphone que j'ai toujours sauvegardé. Non pas parce que je l'écoute. Je n'en ai pas besoin, mais parce qu'il y a des jours dans cette vie où il faut se souvenir que faire la bonne chose et faire la chose satisfaisante ne sont pas toujours opposés. Mon nom est Conrad Hay. J'ai 43 ans. Je travaille comme enquêteur d'entreprise à Atlanta, en Géorgie, depuis 14 ans. Mon travail, si vous voulez la version simple, est de trouver les choses que les gens essaient de cacher. Des divergences financières, des fraudes internes, des fautes professionnelles. Je m'assois en face de cadres supérieurs impeccables dans des bureaux vitrés sur Peachtree Street, et je pose des questions avec la patience de quelqu'un qui connaît déjà les réponses. Je suis très bon dans ce travail depuis très longtemps. Et pendant 11 ans, j'ai pensé que j'étais tout aussi bon en tant que mari. Avant d'aller plus loin, si cette histoire résonne en vous en ce moment, si vous avez ressenti cette appréhension silencieuse et spécifique de soupçonner quelqu'un que vous aimez, alors cliquez sur le bouton d'abonnement avant de continuer à regarder. Je vais tout vous dire, chaque détail, chaque décision que j'ai prise, et pourquoi je l'ai prise. Et je serai honnête avec vous sur les parties qui n'étaient pas faciles non plus, comme le bouton. Laissez un commentaire ci-dessous dès maintenant. Dites-moi, si vous étiez à ma place, auriez-vous fait ce que j'ai fait? Je veux savoir. Je lirai chacun d'entre eux. Maintenant, laissez-moi commencer par le début. Simone et moi nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour la Banque alimentaire communautaire d'Atlanta il y a 12 ans, ce qui est exactement le genre d'endroit où l'on ne s'attend pas à rencontrer quelqu'un qui bouleverse votre vie. J'étais là parce qu'un collègue m'y avait traîné. Elle était là parce qu'elle avait aidé à organiser l'événement pour le programme de sensibilisation communautaire de son entreprise. Elle portait une robe verte et se disputait avec un traiteur à propos de l'emplacement de la table des desserts, et elle avait entièrement raison dans la dispute, ce que j'ai trouvé immédiatement séduisant. Nous nous sommes mariés 9 mois plus tard lors d'une petite cérémonie à Serambe, cette belle petite communauté au sud de la ville, entourée d'environ 60 personnes qui nous aimaient sincèrement tous les deux. Ma mère a pleuré. Le père de Simone a porté un toast qui a fait rire toute la salle puis l'a fait taire. De cette manière. Cela n'arrive que lorsque quelqu'un dit quelque chose d'inattendu mais de vrai. Les 8 premières années ont été bonnes. Je le pense vraiment. Pas une performance de bonté, pas un partenariat qui semblait bien de l'extérieur tout en pourrissant de l'intérieur. Vraiment bien. Nous avons voyagé ensemble. Nous avons organisé des dîners. Nous nous sommes disputés sur des choses qui comptaient et avons laissé tomber les choses qui ne comptaient pas. Nous vivions dans une maison à 2 catures, le genre de quartier où les gens connaissent leurs voisins et où les arbres sont assez vieux pour avoir vu passer quelques générations. Simone travaillait dans la communication d'entreprise pour une société de soins de santé de taille moyenne dont le siège était à Midtown. Elle était très douée dans son travail, vive, organisée, le genre de personne qui pouvait traduire un message compliqué en quelque chose de clair et de direct. Je respectais cela chez elle. Son patron, Gareth Whitfield, était son superviseur direct depuis environ 3 ans au moment où cette histoire commence. J'avais rencontré Gareth exactement 2 fois. Une fois à une fête de fin d'année de l'entreprise sur un bar en terrasse sur North Avenue, et une fois lorsque Simone et moi l'avons croisé, lui et sa femme Diane, au Pont City Market un samedi après-midi. Il était grand, confiant de la manière dont les gens à qui l'on a dit trop longtemps qu'ils sont impressionnants ont tendance à l'être, et il m'a serré la main avec cette poignée un peu trop ferme d'un homme qui veut que vous remarquiez la poignée. Sa femme Diane semblait agréable. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes de rien, comme on le fait avec les couples avec qui on est sympathique,
mais pas amis, puis nous nous sommes séparés. Je n'ai pas repensé à Gareth Whitfield pendant longtemps après cela. Le premier signe n'était pas dramatique. Ça ne l'est jamais d'après mon expérience. Dans ma vie professionnelle, j'ai appris que les choses que les gens cachent le plus soigneusement ne s'annoncent presque jamais. Elles laissent de petites traces silencieuses que la plupart des gens s'entraînent à ne pas regarder directement. Environ 4 mois avant le texto du mardi, les habitudes de Simone avec son téléphone ont changé. C'est le genre de choses qu'il est facile d'ignorer quand on aime quelqu'un. On se dit qu'on est paranoïaque. On se rappelle que les gens ont droit à leur vie privée, que toute porte fermée ne signifie pas que quelque chose se cache derrière. Je me suis dit ces deux choses sincèrement. Mais j'ai aussi remarqué qu'elle avait commencé à poser son téléphone face contre table sur le comptoir de la cuisine. Elle n'avait jamais fait ça avant. Pendant 11 ans, le téléphone de Simone avait vécu face visible sur toutes les surfaces où elle le posait. Écran allumé, notification visible. Elle n'était pas une personne secrète par nature. Elle a une fois laissé sa messagerie électronique connectée sur mon ordinateur portable pendant 2 semaines et aucun de nous n'y a vu d'inconvénient. Le téléphone face contre table était nouveau. Puis il y a eu les appels tardifs de clients. Dans la communication, les appels tardifs arrivent. Les crises arrivent. Les cycles médiatiques ne respectent pas l'heure du dîner. Je comprenais cela, mais les appels se produisaient 3, 4 fois par semaine maintenant, et Simone les prenait dans notre bureau à domicile avec la porte fermée, ce qu'elle n'avait pas fait non plus auparavant. Et il y avait quelque chose de plus petit que ces deux choses. Quelque chose que je suis presque réticent à mentionner parce que cela ressemble à l'observation d'un homme cherchant des raisons d'être méfiant. Mais après 14 ans à enquêter sur des choses pour gagner ma vie, j'ai appris à faire confiance aux données même quand je n'aime pas ce qu'elles indiquent. Simone a cessé de me demander comment s'était passée ma journée. Pas de manière dramatique. Pas d'une manière que quelqu'un d'autre aurait remarqué. Mais pendant 11 ans, cela avait été un rituel. Je rentrais à la maison, elle avait quelque chose sur le feu ou était assise à l'îlot de la cuisine avec son ordinateur portable, et elle me demandait comment s'était passée ma journée avant même que je pose mon sac. Pas par obligation, par intérêt sincère. Elle se souvenait de quelque chose que j'avais mentionné la semaine précédente et posait des questions à ce sujet. Elle faisait partie de ces personnes qui écoutent vraiment. Et puis, lentement, elle a arrêté. J'ai remarqué l'absence comme on remarque quand une musique que l'on entend depuis des années s'arrête enfin. Pas avec alarme, avec une sorte de tristesse silencieuse. 11 jours avant le texto du mardi, j'ai trouvé la réservation d'hôtel. Je veux être clair sur la façon dont cela s'est produit parce que je suis conscient que c'est important. Je ne fouillais pas dans le téléphone de Simone. Je ne surveillais pas ma propre femme. Ce que je faisais, c'était de m'asseoir à notre ordinateur de bureau partagé dans le bureau à domicile, à la recherche d'un PDF de notre police d'assurance habitation que j'avais classé quelque part dans notre dossier de documents partagé le printemps précédent. Notre courrier électronique était lié sur cet ordinateur via un gestionnaire de compte familial que nous avions configuré des années auparavant pour pouvoir partager des événements de calendrier, des abonnements, des réservations de voyage. L'infrastructure administrative ordinaire d'une vie partagée. Quand j'ai ouvert le navigateur pour chercher dans le lecteur partagé, la dernière session n'avait pas été complètement déconnectée, et ce qui était ouvert dans l'onglet n'était pas notre dossier partagé. C'était un courriel de confirmation d'hôtel, le Grand Hyatt Nashville. 2 nuits, du vendredi au dimanche. La chambre était réservée au nom de Simone. Le code tarifaire de l'entreprise correspondait au compte de sa société. Tout cela était cohérent avec un voyage de travail légitime. Ce qui n'était pas cohérent, c'était le deuxième nom figurant dans le champ des invités supplémentaires. Gareth Whitfield. Je suis resté très immobile un instant. Puis j'ai fermé le navigateur, trouvé le PDF de l'assurance dans un autre dossier, l'ai imprimé et suis allé préparer le dîner. Je n'ai pas confronté Simone ce soir-là. Je ne l'ai pas confronté le lendemain ni le jour d'après. Ce que j'ai fait au cours des 11 jours suivants a été exactement ce que je fais pour vivre. J'ai recueilli des informations tranquillement, méthodiquement et complètement avant de faire le moindre mouvement. Je dois faire une pause ici et vous dire quelque chose sur ma philosophie professionnelle car elle a directement façonné chaque décision que j'ai prise dans les jours qui ont suivi. Dans mon domaine, il y a un concept que nous appelons la divulgation prématurée. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un confronte une situation avant d'en avoir une image complète. Au moment où vous révélez que vous savez quelque chose,
vous perdez la capacité d'en apprendre davantage. Le sujet s'ajuste, détruit les preuves, change son histoire, recrute des alliés. Quel que soit l'avantage que vous aviez, il s'évapore à la seconde où ils savent que vous l'avez. Les enquêteurs amateurs font constamment cette erreur. Ils deviennent émotifs. Ils ont besoin de la confrontation. Ils ne peuvent pas rester avec ce qu'ils savent assez longtemps pour être stratégiques à ce sujet. Je comprenais profondément ce piège et j'étais déterminé à ne pas y tomber. Alors pendant 11 jours, j'ai été un mari. J'ai fait du café. J'ai posé des questions sur sa semaine. J'ai suggéré un dîner dans notre restaurant éthiopien préféré sur Edgewood Avenue et nous y sommes allés et c'était bien et elle semblait heureuse. Et je me suis assis en face d'elle et j'ai regardé et j'ai ressenti quelque chose pour lequel je n'ai toujours pas de mots justes. Pas exactement de la colère, plus proche du chagrin, mais avec une dureté en dessous. Pendant ce temps, j'ai aussi fait quelque chose que les gens qui me connaissent ne seront pas surpris de savoir. J'ai relu, non pas son téléphone, non pas ses comptes privés, mais le calendrier partagé que nous avions tenu pendant 11 ans, le courrier électronique partagé pour les réservations de voyage, les archives qui avaient toujours été techniquement accessibles à nous deux. Et ce que j'ai trouvé, assemblé soigneusement comme les pièces d'un dossier, était un schéma. 6 voyages au cours des 7 derniers mois, dont 4 dans des villes où j'avais maintenant des raisons de vérifier si Gareth Whitfield avait également été présent aux événements de son entreprise. Je ne vais pas vous dire exactement comment j'ai recoupé cela car une partie de ce que je sais faire dans ma vie professionnelle se situe dans une zone grise et je ne suis pas dans le business de donner un cours de maître là-dessus sur YouTube. Ce que je vous dirai, c'est que l'information n'était pas difficile à trouver pour quelqu'un qui savait où chercher. Il avait été présent à 3 des 4. 6 mois. 6 mois de plus que ce que j'aurais deviné. Et chacun de ces mois avait inclus des dîners du dimanche et des cafés du matin et des soirées sur le porche arrière et tout le petit mobilier d'une vie que j'avais cru réelle. Au moment où Simone m'a envoyé ce texto du mardi, j'avais une image complète et j'avais un plan. Maintenant, c'est ici que je dois être prudent car je veux être honnête avec vous sur ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je n'ai pas touché au téléphone de Simone. Je n'ai rien piraté. Je n'ai pas intercepté de communication privée par des moyens que je serais mal à l'aise de décrire en détail. Ce que j'ai fait était considérablement plus simple. Simone avait, il y a des années, activé une fonctionnalité sur notre compte familial partagé qui transférait automatiquement certaines confirmations de réservation vers notre dossier de voyage partagé. Elle l'avait configuré elle-même pour des raisons pratiques, afin que l'un ou l'autre d'entre nous puisse accéder aux itinéraires sans avoir à le demander à l'autre. C'était la même fonctionnalité qui m'avait montré la confirmation d'hôtel de Nashville en premier lieu. Cette fonctionnalité était toujours active. Ainsi, lorsque la confirmation de suivi est arrivée, celle avec un surclassement de chambre, celle qui incluait une brève note personnelle de 3 lignes de l'assistante de Gareth qui disait « M. Whitfield a demandé la suite d'angle avec vue sur le parc, selon sa préférence habituelle, elle est arrivée dans le dossier partagé où je pouvais la voir. » Et quand le téléphone de Simone, qu'elle laissait parfois charger sur le comptoir de la cuisine tôt le matin pendant qu'elle faisait du café, a affiché un aperçu de texto que je n'essayais pas de lire, mais qui était visible sur l'écran d'où je me tenais. Un aperçu qui incluait les mots « J'ai hâte d'être à ce week-end. Ça fait trop longtemps » d'un contact enregistré uniquement sous le nom de G. Je n'enquêtais pas activement. J'étais debout dans ma propre cuisine. Je veux que vous compreniez la distinction car elle était importante pour moi. Je me suis assis un jeudi soir, 3 jours avant le voyage, et j'ai composé un message. Pas à Simone, pas à Gareth, à Diane Whitfield. J'avais son adresse électronique. Ce n'est pas aussi inhabituel que cela puisse paraître. Nous avions assisté au même événement d'entreprise. La fête de fin d'année avait inclus un registre des invités que Simone avait aidé à organiser et qui était resté dans notre lecteur partagé pendant 2 ans. Diane Whitfield, épouse de Gareth, adresse électronique incluse. Un de ces petits artefacts bureaucratiques auxquels personne ne pense plus jamais. Le message que j'ai envoyé était très court. J'ai joint 2 choses. La confirmation d'hôtel montrant les 2 noms sur la réservation et la confirmation de suivi avec la note sur la suite préférée de Gareth. Mon message disait « Je pense que cela vous appartient. Je suis désolé. Je n'ai pas ajouté de drame. Je n'ai pas ajouté d'explication. Je n'ai pas essayé d'être malin ou cinglant ou dévastateur. Je l'ai juste envoyé. Un jeudi soir,
assis à mon bureau dans le bureau à domicile dans le calme d'une maison qui sentait encore les bougies que Simone aimait brûler le soir. Puis j'ai attendu. Le vendredi matin du voyage, Simone m'a embrassé sur la joue avant de partir. Sa valise à roulettes a fait ce bruit spécifique sur nos parquets, celui que j'avais entendu une centaine de fois, et je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine et je l'ai regardé la mettre dans le coffre de sa voiture. Elle est partie. Je me suis versé une deuxième tasse de café. Mon téléphone a sonné 47 minutes plus tard. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai reconnu l'indicatif régional d'Atlanta. J'ai répondu. Ce que j'ai entendu dans les 90 secondes suivantes était l'un des messages vocaux les plus remarquables que j'ai jamais reçus. Et je travaille dans une industrie où les gens laissent régulièrement des messages vocaux remarquables. La voix à l'autre bout du fil était celle de Simone. Et elle n'appelait pas de la route vers Nashville. Elle appelait depuis le parking d'une station-service sur l'I-85, à environ 22 miles de notre maison. Le message vocal, parce que je n'ai pas répondu à temps, a duré 91 secondes. Je l'ai écouté exactement une fois depuis ce matin-là, mais je me souviens de chaque mot. Elle ne pleurait pas comme je m'y serais attendu. Elle n'était pas dévastée comme on pourrait imaginer que quelqu'un le serait lorsque son secret soigneusement construit s'effondre au pire moment possible. Elle était quelque chose de plus proche de la fureur. La fureur contrôlée et aiguë de quelqu'un qui a été pris et qui passe ses 20 premières secondes à essayer de trouver un moyen de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Conrad. Conrad, j'ai besoin que tu me rappelles tout de suite. Je ne sais pas ce que tu penses savoir ou ce que tu penses avoir fait, mais tu dois comprendre que tu viens de détruire quelque chose. Tu n'avais pas le droit. Tu n'es même pas venu me voir. Tu n'as même pas demandé. Tu as juste agi dans mon dos. Et il y a eu une pause, une longue pause, puis sa voix a changé. La fureur a baissé d'environ 6 registres. Ce qui est sorti après cette pause était quelque chose de brut, quelque chose qu'elle n'avait probablement pas l'intention de laisser transparaître. Garrett m'a appelé de l'aéroport. Diane l'a appelé en hurlant. Elle va chez eux en ce moment. Conrad, leurs enfants sont là. Leurs enfants ont 12 et 9 ans, Conrad. Une autre pause. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? Et puis l'appel s'est terminé. J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine, face visible, comme Simone avait l'habitude de garder le sien. J'ai pensé à la rappeler. J'y ai pensé pendant longtemps. Je suis resté assis avec mon café et j'ai pensé à ce qu'elle avait dit dans ce message vocal. Et j'ai essayé d'être honnête avec moi-même sur chaque partie. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé? J'ai pensé à cette phrase plus qu'à toute autre partie de cette histoire parce qu'il y a une version de cette question qui mérite une réponse sincère. Pas la version qui essaie de déplacer la responsabilité sur le moment, mais la vraie version en dessous. La version qui se demande si la chose honnête, la chose courageuse, aurait été un autre type de confrontation. Voici ce que je sais. Je sais que dans ma vie professionnelle, une confrontation directe avant que les preuves ne soient complètes produit presque toujours de pires résultats. Les sujets mentent, les histoires changent, les traces écrites disparaissent. La personne qui abat ses cartes en premier ne contrôle presque jamais ce qui se passe ensuite. Mais ce n'était pas une enquête. C'était mon mariage. Et j'avais passé 11 jours assis en face de Simone au dîner, à la conduire au marché fermier le samedi matin et à m'allonger à côté d'elle dans le noir. Et je ne lui avais pas posé une seule question directe. Pas parce que j'étais stratégique ou pas seulement à cause de cela, parce que j'avais peur de la réponse. Je dois être honnête à ce sujet. J'avais les preuves. J'avais le schéma. J'avais 11 jours de certitude qui montaient dans ma poitrine comme la pression dans un récipient scellé. Et je ne pouvais toujours pas me résoudre à m'asseoir en face de Simone dans notre cuisine et à dire « Je sais ce qui se passe. Que veux-tu faire à ce sujet ?» Au lieu de cela, j'ai transféré une confirmation d'hôtel à une autre femme et j'ai laissé l'explosion se produire à distance, là où je n'aurais pas à sentir la chaleur directement. C'est la partie de cette histoire dont je ne suis pas fier. Simone est rentrée à la maison ce vendredi soir. Pas dimanche, vendredi. Elle a franchi la porte juste après 19h sans sa valise à roulettes, sans le blazer vert qu'elle portait quand elle est partie. J'étais dans le salon. Je ne me souviens plus de ce que je faisais semblant de lire. Elle s'est assise dans le fauteuil en face du canapé, pas à côté de moi, en face de moi. Aucun de nous n'a parlé pendant une minute entière. Puis elle a dit,
Je veux te dire la vérité. J'ai dit, d'accord, ce qu'elle m'a dit. Je vais vous en donner la version honnête, pas la version qui fait de l'un de nous entièrement le méchant. Parce qu'après 14 ans à faire ce travail, j'ai appris que les récits clairs où une personne a entièrement tort et une personne a entièrement raison sont très rares. Simone était malheureuse depuis environ 2 ans. Pas de la manière dramatique où tout est terrible. De la manière plus silencieuse et parfois plus difficile où vous n'êtes pas sûr d'avoir la permission d'être malheureux parce que rien n'est manifestement faux. Nous n'avions pas eu de vraies disputes depuis des années. Nous n'avions pas non plus eu de vraies conversations depuis à peu près aussi longtemps. Nous étions devenus, selon ses mots, très efficaces pour être mariés et très mauvais pour nous parler réellement. Gareth avait commencé comme quelqu'un à qui elle pouvait parler du travail, des choses pour lesquelles elle était douée et des choses qu'elle voulait et qu'elle n'avait pas trouvé comment me dire. Et puis c'est devenu autre chose et elle savait que c'était mal. Elle l'a dit directement. Elle ne m'a pas offert d'explication. C'était aussi une excuse. Elle a dit, je savais que c'était mal et j'ai continué à le faire et je suis désolé. Je lui ai dit que je savais depuis 11 jours et que je n'avais rien dit. Je suis désolé pour cette partie-là aussi. Nous sommes restés assis dans cette pièce pendant longtemps. Je dois vous parler de Diane Whitfield car elle n'est pas une figure périphérique dans cette histoire. Elle m'a appelé 2 jours plus tard, pas pour me remercier, pas pour me crier dessus. Elle m'a appelé parce qu'elle avait une question et elle pensait que je serais peut-être la seule personne à lui donner une réponse honnête. Elle a demandé, depuis combien de temps sais-tu ? Je lui ai dit, 11 jours pour ce que je pouvais confirmer. En termes de suspicion, plus longtemps. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, je me méfie depuis 8 mois. Je n'arrêtais pas de me raisonner. J'ai reconnu cela. Je lui ai dit que je le reconnaissais. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes. Je ne sais pas exactement ce que Diane Whitfield a décidé de faire de son mariage. Cela n'a jamais été mes affaires. Ce que je sais, c'est qu'à la fin de cet appel, elle ressemblait à une personne à qui on avait remis quelque chose de terrible dont elle avait encore besoin, c'est-à-dire la vérité. Pas la version de la vérité qui vient envelopper de douceur par les gens qui vous aiment et essaient de vous protéger. La vérité réelle, même quand elle est dure à entendre. Elle a dit une chose avant de raccrocher à laquelle j'ai pensé depuis. Elle a dit, je ne vais pas te remercier, mais je ne suis pas en colère contre toi non plus. Tu as fait ce que tu pensais être juste, et c'est ce que j'aurais voulu que quelqu'un fasse pour moi. Je lui ai dit que j'étais désolé pour ce qu'elle traversait. Elle a dit, toi aussi. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi car je pense que vous méritez d'avoir le tableau complet. Gareth Whitfield a été mis en congé administratif de son entreprise en attendant un examen interne de la situation. Utiliser les ressources de l'entreprise, y compris la réservation d'hôtels à tarif d'entreprise, pour faciliter une relation personnelle avec un subordonné direct est le genre de choses que les services des ressources humaines ne trouvent pas amusant. Je n'ai aucune connaissance de ce qui est finalement arrivé à son statut d'emploi, et je ne vais pas spéculer. Ce que je sais, c'est qu'il n'a plus été le superviseur de Simone bien longtemps. Simone a pris un congé de son travail. Elle est allée séjourner chez sa sœur à Savannah pendant 3 semaines. Nous nous sommes parlé au téléphone pendant cette période. Pas de la manière dont les gens séparés se parlent au téléphone où chaque mot est une négociation. De la manière dont les gens parlent lorsqu'ils ont dépassé la performance du mariage et essaient de comprendre ce qu'il reste vraiment. Ce que j'ai découvert pendant ces semaines, c'est que la chose que j'avais le plus peur de perdre n'était pas ce que je pensais. Je n'avais pas peur de perdre la maison ou les routines ou même la personne que je pensais être Simone. J'avais peur de perdre la version de ma propre vie que j'avais construite autour de l'hypothèse que j'étais un homme qui comprenait les choses qui lui tenaient à cœur, qui faisait attention, qui aurait remarqué plus tôt et aurait réagi avec plus de courage. J'avais manqué des choses. Pas parce que je suis négligent. Dans ma vie professionnelle, je ne manque presque rien. Mais parce qu'il y a des choses que l'on s'entraîne à ne pas voir clairement lorsque les voir clairement vous coûterait quelque chose que vous n'êtes pas prêt à perdre. C'est quelque chose avec lequel j'ai dû vivre. 3 mois après le vendredi où Simone est rentrée sans sa valise, nous étions assis à l'îlot de la cuisine avec un médiateur entre nous. Non pas parce que nous étions déterminés à divorcer, mais parce que nous avions tous les deux décidé indépendamment, puis ensemble, que nous n'allions pas prendre de décision sur la prochaine partie de notre vie sans être certains de ce que nous voulions réellement. La médiatrice, une femme nommée Yvette qui avait un bureau près de l'université Emory, nous a demandé à chacun de répondre à une question sans regarder l'autre personne. La question était,
Que voulez-vous réellement? J'ai dit, je veux arrêter d'être quelqu'un qui gère les crises à distance, même quand j'en ai peur. Simone a dit, je veux arrêter de prétendre que les choses vont bien si souvent que j'en oublie ce que l'on ressent quand ça va bien. Yvette a noté les deux sans les commenter. Puis elle a dit, ce sont des objectifs compatibles. Je ne sais pas encore comment cette histoire se termine. Je vous la raconte de l'intérieur, ce qui est une position étrange pour quelqu'un qui est plus à l'aise avec la vue rétrospective, avec le dossier complet et les conclusions claires. Ce que je sais, c'est ceci. Je me suis levé un jeudi soir et j'ai envoyé un courriel que j'avais le droit technique d'envoyer et c'était la bonne chose à faire dans le sens où Diane Whitfield méritait de savoir ce qu'elle ne savait pas. Et c'était aussi la version lâche d'une confrontation. Celle qui m'a permis de sentir que j'agissais sans avoir à m'asseoir en face de la personne que j'aimais et à dire les choses que j'avais trop peur de dire à voix haute. Ces deux choses sont vraies en même temps. Et une partie de ce que j'ai dû apprendre plus tard dans la vie que j'aurais dû, c'est que la vérité a tendance à être comme ça. Plus compliquée qu'un dossier. Moins satisfaisante qu'un verdict clair, plus humaine que ce que nous prévoyons lorsque nous planifions. Le message vocal est toujours sur mon téléphone. J'ai pensé à le supprimer. Je ne l'ai pas fait, mais j'y ai pensé. Pas parce que je veux punir Simone en le gardant ou parce que j'en ai besoin comme preuve de quelque chose. Je n'ai pas besoin de preuves. J'étais là. Je le garde à cause du changement dans sa voix au milieu. La façon dont la fureur est tombée et autre chose est apparue. La partie où elle a demandé pourquoi je ne lui avais pas simplement parlé. Cette question méritait une meilleure réponse que celle que je lui ai donnée, qui n'était aucune réponse du tout. Je garde le message vocal parce que je travaille toujours sur la réponse. C'est la version honnête de cette histoire, pas celle où l'homme trompé est purement juste et la femme est purement méchante et le courriel transféré est un chef-d'œuvre de vengeance stratégique qui laisse tous ceux qui vous ont fait du tort détruits et tous les autres applaudissant. La vraie version est que deux personnes géraient mal quelque chose, de différentes manières, pour différentes raisons. Et une troisième femme a reçu un courriel qu'elle n'avait pas demandé un jeudi soir qui a changé la forme de sa vie. Et un message vocal a été laissé dans un parking sur l'I-85 qui en dit plus sur le désordre de la condition humaine que n'importe quel verdict que je pourrais rendre. J'ai signé mon nom Conrad Hay pour la première fois quand j'avais 7 ans. Je le signe depuis lors. Sur des contrats, sur des rapports de cas, au bas de papier de divorce que je n'ai jamais eu à signer parce que nous n'avions pas encore fini. Je ne sais pas ce que je signerai ensuite, mais je sais que je le signerai avec des mains plus stables que celles que j'avais 11 jours avant de répondre. Bon voyage. Au moins, j'ai compris ça. Si cette histoire vous a marqué, si elle vous a fait réfléchir aux choses que nous nous entraînons à ne pas voir ou au courage qu'il faut pour dire la chose à voix haute au lieu de trouver la voix indirecte, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous auriez fait différemment. Dites-moi si vous pensez que j'ai pris la bonne décision ou la décision facile, car je ne suis sincèrement pas certain qu'elles étaient la même chose. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a plus d'histoires ici sur les choses compliquées, ordinaires, extraordinaires qui se passent à l'intérieur des vies que la plupart des gens pensent déjà comprendre de l'extérieur. Jusqu'à la prochaine fois, faites attention aux choses que vous vous entraînez à ne pas voir. Parfois, elles valent la peine d'être regardées. Une note sur la patience. Les gens me demandent parfois quelle est la partie la plus difficile de mon travail. Ils s'attendent à ce que je dise quelque chose sur le danger ou la complexité juridique ou le poids moral de dénoncer des méfaits. La vraie réponse est la patience. La discipline de rester avec des informations incomplètes et de résister à l'envie d'agir avant d'être prêt, de regarder quelque chose se dérouler que l'on pourrait interrompre et de choisir de ne pas le faire parce que l'on sait que le bon moment n'est pas le même que le premier moment disponible. J'ai appris cela tôt. Ma première année dans ce travail, je suivais un cas de détournement de fonds internes dans une entreprise de fabrication à Duluth, en Géorgie. J'avais identifié le principal suspect à la fin de la 2e semaine. J'avais de solides preuves circonstancielles à la fin de la 3e semaine. Mon superviseur de l'époque, un ancien analyste des crimes financiers du FBI nommé Dal Farnsworth, qui avait le style de communication d'un mur de briques et l'instinct de quelqu'un qui avait passé des décennies à avoir raison, m'a dit de continuer à observer. Je ne comprenais pas. J'ai protesté. J'ai dit à Dal que j'avais ce dont j'avais besoin et qu'attendre était un gaspillage d'argent pour le client. Dal a dit, tu as une bonne histoire. Tu n'en as pas une complète. Attends. À la fin de la 5e semaine, 3 complices supplémentaires s'étaient révélés.
Le détournement était 5 fois plus important que je ne l'avais estimé. Les preuves que nous avons finalement remises au client étaient irréfutables d'une manière que mes preuves de la 3e semaine n'avaient pas été. Je n'ai plus jamais protesté contre Dale après cela. Je pense souvent à Dale Farnsworth dans les moments où la patience est le choix le plus difficile à faire. Quand tout en vous veut agir et que le professionnel en vous sait que ce n'est pas encore le moment. J'ai pensé à lui pendant ces 11 jours. J'ai pensé à lui assis dans ma cuisine à faire du café pendant que Simone se préparait pour le travail, écoutant le bruit de ses déplacements dans notre maison avec l'aisance de quelqu'un qui n'a aucune idée que la personne de l'autre côté du mur sait la chose qu'elle a cachée. C'est un type de silence particulier. Si vous y avez déjà été, vous savez ce que je veux dire. Les jours avaient une qualité surréaliste à laquelle je n'étais pas préparé, même si je fais cela professionnellement depuis 14 ans. Professionnellement, le sujet de votre enquête n'est pas quelqu'un qui fait du café de la même manière chaque matin et sait exactement combien de sucre vous prenez et se souvient d'acheter la marque spécifique de jus d'orange que vous aimez depuis l'université. L'algèbre émotionnelle de la vie personnelle ne fonctionne pas de la même manière que celle de la vie professionnelle. J'ai été patient. J'ai attendu. J'ai construit mon tableau. Et je n'étais toujours pas prêt quand le moment est venu. C'est la partie qu'ils ne vous disent pas. Vous pouvez être préparé pour une chose et ne pas être prêt pour elle. Ce sont deux états différents. J'avais les preuves. J'avais le plan. J'avais 11 jours de préparation de réponses contrôlées et délibérées. Et quand Simone est sortie avec sa valise à roulettes, et que je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine, et qu'elle avait exactement la même apparence que tous les autres matins depuis 11 ans. J'ai quand même senti le sol bouger sous moi. Préparé et prêt ne sont pas des synonymes. J'ai beaucoup réfléchi à cette distinction. Il y a autre chose que je veux vous dire sur ces 11 jours. Quelque chose que je n'ai pas encore mentionné parce que c'est la partie qui me met mal à l'aise même maintenant. J'ai pensé à ne rien faire. Pas de façon permanente, pas pour toujours. Mais j'y ai pensé. Je l'ai sérieusement envisagé comme une option. J'ai pensé à fermer le navigateur sur cette confirmation d'hôtel et à continuer ma vie comme si je ne l'avais pas vue. J'ai pensé à ce à quoi cette version des choses ressemblerait. Le mariage continuant, le schéma continuant, moi sachant et ne disant rien parce que l'alternative était un tremblement de terre et je n'étais pas sûr de vouloir vivre dans les décombres. Il y a des gens qui font ce choix. Je ne les juge pas. Quiconque vous dit que le choix entre savoir et agir est simple n'a jamais été réellement dans cette situation. Je n'ai finalement pas pu le faire, non pas parce que je suis une personne particulièrement courageuse, mais parce que je savais dès l'instant où j'ai vu cette confirmation d'hôtel que la version du mariage qui existerait si je ne disais rien n'était pas un mariage. C'était une performance d'un mariage. Et j'avais passé 11 ans à essayer de construire quelque chose de réel. Je n'étais pas prêt à laisser cela devenir quelque chose de faux juste parce que la vérité était coûteuse. Alors, j'ai agi de la manière dont j'ai agi, ce qui n'était pas courageux de la manière dont j'aurais aimé que ce le soit, mais c'était quelque chose. Et cela me ramène à Diane Whitfield. Parce que quoi que vous pensiez de ma méthode, quoi que vous pensiez du courriel transféré et du choix de laisser la confrontation se produire à distance plutôt qu'en face à face, Diane Whitfield est la partie de cette histoire à laquelle je reviens le plus souvent. Pas Simone, pas Gareth, pas même moi-même. Diane, elle vivait dans la même ignorance que moi. Les moments suspects qu'elle se raisonnait, les 8 mois où quelque chose n'allait pas qu'elle avait rationalisé parce que l'alternative était impensable. Je sais exactement ce que l'on ressent de l'intérieur. Et personne ne lui a envoyé de courriel jusqu'à ce que je le fasse. J'ai des sentiments complexes à ce sujet, sur le droit à l'information et le coût de sa réception et si la chose la plus gentille et la chose la plus honnête sont jamais la même chose. Diane a dit qu'elle n'était pas en colère contre moi, qu'elle aurait voulu que quelqu'un fasse pour elle ce que j'ai fait, et je l'ai cru. Et je sais aussi qu'il est possible d'être reconnaissant pour quelque chose et dévasté par cela en même temps. Que la gratitude et la destruction ne sont pas mutuellement exclusives. Elle éprouvait les deux. J'ai envoyé ce courriel en environ 4 minutes. J'ai choisi les mots avec soin, mais pas lentement. Et ces 4 minutes ont changé la forme de la vie de 4 personnes. Il y a un poids à cela que je ne prétendrai pas ne pas exister. Honnêtement, la partie de cette histoire qui me touche à chaque fois n'est pas la vengeance. C'est combien de temps les gens restent avec un sentiment avant de se permettre d'y croire. 11 jours, 8 mois. Nous nous faisons cela à nous-mêmes. Nous voyons que quelque chose ne va pas et nous nous raisonnons parce que la vérité est gênante.
Je ne pense pas que l'erreur de Conrad ait été d'attendre. Je pense que c'était de ne pas lui parler plus tôt. C'est la vraie leçon ici. Si quelque chose ne va pas, dites quelque chose. Ne vous contentez pas de constituer un dossier en silence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.